طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, crise des déchets. Le gouvernement fait marche arrière. Les vidanges de la capitale ne seront pas entreposées dans l'Iqlim El Kharoub. Résultat, vous le voyez, les habitants mettent fin à leur opération escargot sur la nationale reliant Beyrouth à Saïda. La Turquie peut permettre de changer l'équilibre en Syrie. Déclaration du Premier ministre turc alors qu'Ankara ouvre un nouveau front contre l'EI en Syrie. Ahmed Davutoglu assure qu'aucune troupe ne serait déployée au sol. 4 morts et 6 blessés, c'est le bilan de l'attaque en Inde dans la province du Pendjab. Des hommes armés ont ouvert le feu contre un poste de police. Et Barack Obama poursuit sa tournée africaine. Le président américain arrive en Éthiopie aujourd'hui où il sera question de la lutte contre le terrorisme. La crise des déchets continue de faire la une de l'actualité. Le ministre de la Santé a fait le point sur les risques sanitaires d'une situation qui continue de se dégrader. Lors d'une conférence de presse, Wael Aboufaour a averti contre les risques de cancer engendrés par les incendies de détritus qui se sont multipliés ces derniers jours. Il demande aussi aux citoyens de ne pas vaporiser sur les déchets des produits chimiques qui pourraient avoir des effets néfastes. Le ministre a par ailleurs démenti que des cas de malaria puissent surgir dans ce contexte. Il assure enfin qu'une note de précaution à prendre a été donc envoyée à Souklin ainsi qu'au ministère concerné. Bonne nouvelle pour les automobilistes, l'autoroute de Jiyé a été évacuée aujourd'hui par les habitants de l'Iqlim El Kharoub. Les manifestants ont reçu des garanties du ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, qu'aucune décision ne serait prise sans un consensus. Un peu plus tôt, les présidents des municipalités se sont accordés sur le refus d'accueillir une décharge dans leur région. Nohad Machnouk avait avancé hier soir la possibilité d'un transfert temporaire et provisoire des déchets de Beyrouth et du Mont-Liban dans cette région du Chouf. Et donc, vous le voyez à l'écran, les manifestants ont mis fin à leur opération escargot. Les municipalités sont sur le qui-vive alors que la liste des dépotoirs provisoires prévus par le ministre de l'Environnement pour accueillir les déchets de la capitale et du Mont-Liban n'a pas été officiellement révélée. À Beyrouth, les habitants des quartiers de Bouj Abi Haïdar et de Corniche Mazra ont coupé la route qui relie les deux secteurs. Par ailleurs, l'axe reliant les quartiers de Kaska à Barbir la route a été aussi donc bloquée puis réouverte ce matin. Le dossier des déchets se heurte de surcroît à une impasse politique. Les déclarations des uns et des autres ne présagent rien de bon pour la réunion ministérielle de demain. Le Conseil des ministres est voué à l'échec, c'est ce qu'affirme Rachid Derbas sur les ondes de nos confrères de La Voix du Liban. Le ministre des Affaires sociales a relancé les craintes d'une démission du Premier ministre Tamam Salam si aucun consensus sur le mécanisme de décision du cabinet n'est trouvé. Par ailleurs, sachez qu'une bombe a visé cette nuit à 3 h du matin un officier de l'armée à Tripoli, au nord de Beyrouth. Un engin contenant 200 grammes d'explosifs a pulvérisé une Mercedes grise appartenant à un aspirant chef de l'armée libanaise sans faire de victimes. La voiture était stationnée dans le parking, vous voyez, de l'immeuble Soufi situé dans la rue El Wadi, dans le quartier de Kobe. Après 3 semaines d'intenses combats, les unités de protection du peuple kurde ont repris Sarin, une ville clé dans le nord de la Syrie. Avec cette victoire, les combattants coupent une route d'approvisionnement donc vitale pour les djihadistes, celle qui relie la province d'Alep à leur capitale Raqqa. Parallèlement, dans le nord-est, 2 attentats à la bombe ont visé Kamishli, la plus grande ville à majorité kurde du pays. L'attaque a fait 3 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
La Turquie peut permettre de changer l'équilibre en Syrie. Déclaration du Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, alors qu'Ankara a ouvert depuis la semaine dernière un double front contre le groupe État islamique en Syrie, mais aussi contre les forces kurdes en Irak. Le chef du gouvernement précise qu'aucune troupe terrestre ne sera envoyée au sol pour lutter contre les djihadistes. Par ailleurs, un responsable turc assure que les Kurdes ne font pas partie des objectifs du gouvernement. De leur côté, des milices kurdes rapportent que des chars d'Ankara ont ouvert le feu contre 2 villages dans la province d'Alep. Les explications d'Axel May. Ces avions de chasse turcs reviennent d'un nouveau raid nocturne contre les bases arrières du PKK dans le nord de l'Irak. La trêve en vigueur depuis 2 ans entre le Parti des travailleurs du Kurdistan et le gouvernement turc a volé en éclats. Et depuis vendredi, les forces de l'ordre ont arrêté des centaines de personnes, des militants du PKK, des membres de l'extrême gauche et de l'organisation de l'État islamique. Ces multiples arrestations interviennent après l'attentat meurtrier de Suruç près de la frontière syrienne. Attentat attribué à l'organisation de l'État islamique, mais le pouvoir a donc décidé de réagir sur plusieurs fronts. Et la colère d'une partie de la population grandit. Comme ici, dans cette ville kurde, où ont eu lieu les obsèques d'un jeune homme proche du PKK, les forces de l'ordre sont accusées de l'avoir tué. Importante tension également à Istanbul même, dans ce fief de l'extrême gauche qui dénonce la mort d'une militante. Des heurts ont éclaté et un policier a été tué par balle selon les autorités. Face à cette escalade de la violence, Ankara a demandé une réunion de l'OTAN. Ce sera mardi à Bruxelles. Justement, donc, on vous le disait, à la demande de la Turquie, l'OTAN se réunira donc demain pour évoquer la montée des tensions entre Ankara et l'État islamique d'une part et le Parti des travailleurs du Kurdistan d'autre part. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique donc affirme que l'OTAN n'a pas été sollicité pour un appui militaire. Il appelle également le gouvernement turc à ne pas renoncer au travail pour une solution pacifique avec la rébellion kurde. Cette dernière a essuyé les frappes les plus importantes depuis 4 ans de la part d'Ankara. Des bombardements qui menacent de faire voler en éclats des négociations de paix engagées depuis 2 ans. Le récit de Damien Coquet. C'était il y a un peu plus de 2 ans, à l'occasion du Nouvel An kurde. Dans un communiqué lu par un de ses partisans devant des centaines de milliers de personnes, le chef kurde emprisonné, Abdullah Öcalan, appelait les rebelles de son parti, le PKK, à se retirer de Turquie. Le moment est venu pour nos forces armées de se retirer au-delà des frontières. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle ère. Depuis ce jour de mars 2013, les discussions avec le pouvoir d'Ankara n'ont jamais vraiment abouti à un accord de paix. Et les récents bombardements turcs sur des positions du PKK mettent ce processus en danger. Nouvel épisode après un conflit qui a fait plus de 40 000 morts depuis plus de 30 ans. Le PKK voit le jour en 1978. À l'origine, son fondateur Abdullah Öcalan veut en faire un groupe d'idéologie marxiste-léniniste, mais aussi indépendantiste. En 1984 éclate la rébellion kurde. Les séparatistes mènent une violente campagne contre le pouvoir turc après de premières attaques dans le sud-est du pays. Les combats s'intensifient jusqu'à l'arrestation du chef Abdullah Öcalan en 1999. L'homme est d'ailleurs toujours emprisonné en Turquie. Le PKK peut compter sur le soutien de ses alliés dans la région, les différents groupes kurdes, qu'ils soient de Syrie ou d'Irak. Ensemble, ces derniers mois, ils ont notamment été le principal rempart face à la progression de l'organisation État islamique. Cela n'empêche pas les Occidentaux comme les États-Unis ou l'Union européenne de classer le PKK parmi les organisations terroristes. Trêve humanitaire au Yémen, la coalition arabe a stoppé les raids aériens depuis minuit afin de permettre l'acheminement d'aide humanitaire pour les civils durement éprouvés par 4 mois de conflit. Cette pause reste toutefois fragilisée par la poursuite de combats au sol, notamment dans le sud selon des témoins. Les rebelles et leurs alliés auraient lancé des attaques dans les provinces de Taez, de Laj et de Daleh, ainsi qu'à Mareb, à l'est de la capitale Sanaa. Un des responsables de la rébellion a fait savoir que celle-ci n'avait pas été saisie par l'ONU de la trêve. Restez des nôtres au retour de la pause. Athènes, où les discussions entre le gouvernement grec et ses créanciers ont commencé. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info. En Inde, des hommes armés ont ouvert le feu contre un poste de police. Un premier bilan fait état d'au moins 3 civils et un officier de police tué et 6 blessés. L'attaque s'est produite dans l'état du Pendjab, près de la frontière avec le Pakistan. Axel May nous en dit plus. Sur ces images, on entend des coups de feu. La police repousse les curieux. Elle aide un homme blessé. L'armée arrive en renfort. Selon les médias locaux, 3 ou 4 assaillants, et peut-être même plus, sont à l'origine de ces attaques. Certains portaient des uniformes militaires. Ils ont d'abord ouvert le feu sur un autobus avant d'attaquer un poste de police où ils se seraient retranchés. 5 bombes ont par ailleurs été retrouvées non loin de là, sur une voie de chemin de fer. Le ministre de l'Intérieur a ordonné un renforcement des mesures de sécurité à la frontière avec le Pakistan. J'ai demandé à nos forces d'être en alerte tout le long de nos frontières. Le Pakistan est pointé du doigt. Si les attaques sont relativement fréquentes au Cachemire, elles sont rares au Pendjab voisin, État qui est lui aussi coupé en deux, d'un côté l'Inde, de l'autre le Pakistan. 13 morts, c'est l'autre dernier bilan sanglant, celui de l'attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio en Somalie. L'attentat a été revendiqué par les Chebab. Il s'est produit au moment même où Barack Obama quittait le Kenya voisin pour l'Éthiopie, après y avoir affirmé que les islamistes somaliens étaient affaiblis. Le Kenya et l'Éthiopie participent à une force de l'Union africaine qui combat les Chebab. À Addis Abeba, Barack Obama va s'entretenir avec son homologue éthiopien sur la lutte contre le terrorisme. Durant cette visite, les ONG craignent cependant qu'un sujet soit mis de côté, celui de la violation des droits de l'homme. Explication d'Ashren Verdian. Barack Obama, accueilli sur le sol éthiopien par une importante délégation menée par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Dans les rues d'Addis Abeba, la population bien équipée en produits dérivés ne cache pas son enthousiasme et ses attentes. Je suis très content et nous sommes nombreux à l'être. Obama est quelqu'un de très spécial dans ce monde et c'est un bon président. Nous l'aimons beaucoup et le respectons énormément. Et nous avons besoin de lui pour développer notre système éducatif, notre système de santé, notre économie. L'Éthiopie est l'un des États d'Afrique qui reçoit le plus d'aide financière des États-Unis. Et l'un des pays les plus pauvres du monde, mais qui connaît un taux de croissance de 10% par an depuis 5 ans. Le développement économique sera donc au cœur de cette visite. Mais il sera surtout question de lutte contre le terrorisme dans la corne de l'Afrique, alors que les islamistes somaliens Al-Shabaab font sans cesse plus de victimes, en Somalie même, mais aussi au Kenya, durement frappé depuis 2 ans. Une urgence qui devrait reléguer au second plan la question du respect des droits de l'homme en Éthiopie. De nombreux rapports du département d'État américain mettent en lumière les nombreux cas de violation des droits de l'homme, de détention arbitraire, de torture, d'assassinat politique même, ainsi que les emprisonnements de blogueurs et de journalistes indépendants. Mais je ne pense pas que la visite d'Obama ou de quiconque ne puisse changer quoi que ce soit. L'un des moments forts de cette visite sera le discours de Barack Obama mardi au siège de l'Union africaine, l'occasion de repositionner les États-Unis comme partenaire privilégié, alors que la Chine ne cesse d'accroître sa présence sur l'ensemble du continent. Les discussions entre le gouvernement grec et ses créanciers sur le 3e plan d'aide commencent cette semaine à Athènes. C'est une nouvelle course contre la montre qui débute. La Grèce doit faire face à de nouveaux remboursements fin août. Les explications de Damien Coquet. Après quelques jours d'incertitude et de flou dans l'organisation, les créanciers de la Grèce arrivent à Athènes. Et si en plein été la capitale est plutôt calme, il ne faut pas se fier aux apparences. Pour une partie de la population, les représentants du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne ne sont pas forcément les bienvenus. Ça ne me fait pas plaisir du tout, car la Grèce est par nature un pays démocratique. Et voir des gens venir chez vous pour vérifier ce que vous faites, ça ne me plaît pas. C'est clairement un retour en arrière. On revient à la situation que nous avons connue il y a 6 mois. Des créanciers particulièrement impopulaires, notamment car ils veulent mettre leur nez dans les comptes. Leurs représentants veulent aller contrôler les chiffres fournis par la Grèce directement dans les ministères, ce que refuse pour l'instant le gouvernement. Et puis comme à leur habitude, ces créanciers sont à nouveau venus parler d'austérité.
Les négociations des prochains jours vont notamment porter sur le calendrier de mise en œuvre de nouvelles mesures drastiques en échange d'un très gros coup de pouce. Un nouveau prêt de plus de 80 milliards d'euros, ajusté en fonction des besoins et échelonné en plusieurs versements. La Grèce espère un accord d'ici moins d'un mois, car Athènes veut payer ses dettes et les échéances approchent. D'ici le 20 août, il faut rembourser plus de 3 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne, puis 1,5 milliard au FMI en septembre. Ces nouvelles discussions seront aussi consacrées à la dette grecque. Plus de 320 milliards d'euros, 180% du produit intérieur brut de la Grèce. Athènes souhaite une renégociation de cette dette, le FMI aussi, mais ils feront face à de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, qui ne veut toujours pas en entendre parler. À la fin de cette édition, l'info continue sur Futur TV. À demain. طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق.